RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Et ensemble, nous recevons Karima Delli. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes eurodéputée et c'est vous qui conduirez la liste de la gauche et des écologistes dans les Hauts-de-France, bastion de celui à droite qui veut être président de la République, c'est-à-dire Xavier Bertrand. Vous avez réussi dans cette région-là donc à être la chef de file d'un front commun, donc les Verts, votre parti, la France Insoumise, le Parti Socialiste, le Parti Communiste. C'est presque miraculeux. C'est quoi? C'est votre recette? Comment vous avez fait? Il y en manque beaucoup, hein. Il y a Place Publique, Génération oui, S. Bon, voilà. J'ai cité les principaux, c'est déjà pas mal. Mettre d'accord. C'est vrai que le PC, la France Insoumise, le PS et les Verts. Alors la recette, c'est assez simple. Moi, je suis quelqu'un qui n'est pas sectaire ni. Vous voyez, contrairement aux autres Verts, c'est ça, non? Non, c'est pas ça. C'est parce que j'ai appris une méthode. Moi, je suis au Parlement européen. Je suis la présidente de la commission de transport et tourisme, qui est une des commissions les plus importantes. Je sais débattre, je sais écouter, je sais où sont les forces des uns et des autres et les mettre autour de la table. Vous savez, je passe des heures sur des gros dossiers, notamment pour dégager des majorités avec des forces d'opposition, voire antagonistes, mais je suis très claire. C'est quand on fait un compromis, ça ne doit pas être un accord tiède, mais alors, un accord de conviction. Est-ce que ce n'est pas vous qui devriez conduire plutôt qu'Yannick Jadot les négociations pour essayer de réunir la gauche pour la présidentielle de 2022 ? Écoutez, si vous avez ce savoir-faire. Écoutez, pour l'instant, ils sont en train de débattre, etc. Nous, on n'en parle plus, on l'a fait. Aujourd'hui, j'incarne cette union. Je leur souhaite bonne chance. Maintenant, moi, je suis sur le terrain. Vous ne parlez plus de quoi? J'ai pas compris. On n'en parle plus de quoi? Comment ça? Maintenant, on n'en parle plus. L'union qui est faite dans les Hauts-de-France. Ah oui, bien compris. Mais moi, je vous parle de la prochaine, celle que Yannick Jadot veut faire pour la présidentielle. Oui, mais pourquoi c'est pas vous qui conduisez ces négociations, puisque vous avez ce talent de négociatrice? Parce que c'est pas ma préoccupation. Ma préoccupation, c'est de changer... Vous voulez pas voir plus loin? Ma préoccupation, c'est de changer la vie des gens dans les Hauts-de-France. Je vous le dis de manière assez forte. Ce soir. Alors, on reviendra sur ce que vous venez de dire à l'instant. Je veux changer les Hauts-de-France pour changer la France. Mais est-ce que vous souhaitez, vous quand même, petite idée, d'un candidat commun pour la présidentielle? Et à votre avis, mais vraiment, les yeux dans les yeux, est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'on imagine la France Insoumise, c'est-à-dire Mélenchon, qui d'ailleurs était parti lors de ce petit rendez-vous, est-ce que chacun voudra rester sur son ego? Chacun voudra être le champion de son parti? Écoutez, moi je suis pour un candidat commun. Maintenant, la véritable question, c'est comment j'essaie aussi de faire en sorte que cette victoire des Hauts-de-France soit un atout pour que tout le monde se rassemble. Donc j'ai du travail, il me reste 2 mois. Moi, mon orientation, c'est véritablement de changer cette région et en mieux et en bien. Alors, dites-nous un mot en quoi, parce que vous dites, je veux changer les Hauts-de-France et pour que la France prenne cet exemple. Mais oui, mais donc, c'est quoi votre exemple? Dites-nous en quelques mots. Qu'est-ce que vous voulez changer? Tout, vous savez, on est une région... C'est un peu ambitieux, mais c'est bien, c'est audacieux. Oui, mais c'est parce qu'il y a urgence. Il y a une urgence sociale. Regardez les taux de pauvreté. Nous sommes encore la première région avec un taux de chômage qui est criant. Regardez notre espérance de vie. Est-ce que vous trouvez ça normal, vous qui êtes à Paris, que nous, dans les Hauts-de-France, nous avons 3 ans de vie de moins que les autres Français dans les autres régions? Parce que c'est des causes environnementales ou des causes sociales. Est-ce que c'est normal? Moi, je dis que c'est pas normal. Est-ce que c'est normal de laisser à l'abandon notre jeunesse? 31% de la jeunesse... Mais qu'est-ce que vous faites? Eh bien, justement, d'abord, il faut donner de l'espoir. La première chose, la santé. La santé est primordiale. Regardez ces déserts, les déserts médicaux. J'ai été dans l'Oise aujourd'hui, 27 médecins pour 10 000. Moi, je veux mettre en place une garantie, notamment de soins. Pour qu'on ait une idée, 27 médecins pour 10 000, c'est vrai que dans l'absolu, ça n'est pas forcément très explicite. Dans un département bien doté en médecins, combien y en a-t-il pour 10 000? Il y en a beaucoup plus. Déjà le double, vous voyez? Déjà le double.
Là, le problème, c'est 27, vous vous rendez compte? Oui, non, mais encore une fois, si on n'a pas d'échelle de valeur, ça n'est pas très parlant. Moi, mon but est faire en sorte, et ça c'est clair, que chaque habitant et chaque habitante, dans un kilomètre, dans un périmètre de 20 km, ait un centre de santé, une maison de santé, avec notamment des médecins qui pourraient être salariés. Ça tombe bien, c'est le rôle de la région. Avoir des ophtalmos, ça, c'est possible de le faire. Pourquoi on ne l'a pas fait? Pourquoi on ne l'a pas fait? C'est le procès de la gestion de Xavier Bertrand que vous instruisez, qui pourtant s'était présenté avec des intentions qui ressemblent un peu à celles que vous avez aujourd'hui, c'est-à-dire me consacrer à 100% à la région, la changer. Oui, mais tout ça, ça a été du blabla. Vous voyez, moi, je suis à l'Europe. Quand je dis quelque chose, je le fais. J'avais dit, je relance les trains de nuit. Aujourd'hui, partout en Europe, on est en train de mettre les trains de nuit partout. On est en train de rouvrir les lignes, on est en train de même dessiner les réseaux européens. Quand je dis, je relance le fret ferroviaire, partout en Europe, on relance les frais ferroviaires. Quand je dis qu'il faut sortir du diesel, j'avais raison encore, on est en train de sortir du diesel avec des alternatives sur l'hydrogène. Maintenant, pourquoi je reviens, notamment sur cette question des régionales? Parce que je vous le dis, il y a urgence. Il y a urgence. Monsieur Bertrand, vous savez, c'est le candidat permanent, mais c'est celui qui a fait beaucoup de blabla, pas de résultat. Quel est le projet? Vous savez, on était baptisé la région de la 3e révolution industrielle. Est-ce que vous avez vu quelque chose qui était extraordinaire dans notre région? Est-ce qu'aujourd'hui, on regarde... Ni l'un ni l'autre, l'avocat de Xavier Bertrand. Non, mais je vous le dis, mais c'est là où moi, je connais tous les leviers d'action, tous les avantages sur la capacité d'investissement par les leviers européens, par ce plan de relance. J'ai un cap et une vision. Donc vous êtes meilleur que tous les autres candidats. Mais bien sûr, mais moi je crois que j'ai un cap et une vision. Je veux faire de ma région l'avant-garde de la transition écolo et de la justice sociale. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment, sur les questions de pauvreté, là, ne pas laisser cette jeunesse telle qu'elle est. Et ensuite, faire de la transition écologique une urgence, parce qu'on en a besoin. Alors, les écologistes se sont illustrés depuis quelques mois par un certain nombre de, je ne sais pas comment on peut appeler ça, des couacs, mais il y a eu par exemple les mises en cause par des responsables écologistes des sapins de Noël, du Tour de France, de l'aéronautique, de la navigation de plaisance à voile, et puis dernièrement, le porte-parole d'Europe Écologie Les Verts a remis une pièce dans ce qu'on pourrait appeler la machine à claques, en s'en prenant aux chasseurs et aux boomers, c'est-à-dire les sexagénaires ou septuagénaires, dans ses affiches de campagne. Est-ce que les écologistes, finalement, aiment bien se faire détester? Non, mais sur cette affaire de boomers, moi j'ai beaucoup d'amis. Mais qui s'ajoutent aux autres. Oui, mais alors on aime bien faire des... Peut-être pas tout reprendre, mais enfin, ce que je veux dire, ça mais fait attendez. Ouais. Moi, j'aimerais vraiment qu'on fasse des polémiques sur des vrais choix, d'accord? Lorsque le Front National coupe des budgets pour, par exemple, le secours populaire et qui supprime les lieux du secours populaire qui aident les gens, est-ce que ça fait la une des médias? Non. Lorsque Xavier Bertrand supprime quasiment toutes les subventions pour les associations environnementales, alors que nous sommes quand même la région qui souffrons de la pollution de l'air, vous voyez? Est-ce que ça fait la une des médias? Non. Alors maintenant, je voudrais quand même parce que c'est jugé comme une pub, enfin une pub, oui, mais par rapport à ce que vous dites, discriminatoire. Par rapport à Julien Bayou, mais moi je le dis, j'ai beaucoup d'amitié pour Julien Bayou, mais je tiens à lui dire qu'on n'a pas du tout la même... moi, j'ai pas la même conception de la vie politique. Moi, j'ai grandi et j'ai eu la chance de rencontrer justement des personnes extraordinaires. José Bové, Eva Joly, Noël Mamère. J'ai eu la chance ici de travailler au Sénat avec des Robert Badinter ou même des Pierre Mauroy. Donc vraiment, moi, ma responsabilité aujourd'hui, elle est assez simple, c'est de dire, je n'ai pas à stigmatiser une catégorie de la population. Mais il l'a reconnu, il a fait une erreur. Donc, moi, ma vision, c'est pas de stigmatiser. Est-ce que les gens vous en parlent de tout ça sur le terrain pendant votre campagne? Est-ce qu'ils vous parlent des sapins de Noël? Est-ce qu'ils vous parlent du Tour de France? Absolument pas. Ils me disent juste une chose. C'est de la petite agitation médiatique? Non, ils me disent, Madame Dely, merci d'avoir fait l'union de la gauche et des écologistes. Et ils me disent, mais concrètement, comment vous allez nous aider? Et moi, je leur dis des choses concrètes, des solutions concrètes. Cette jeunesse qui souffre, on va mettre en place en expérimentation un revenu de solidarité. Vous voyez que vos bâtiments ne vont pas bien, les lycéens, ils ont envie de participer, ils ont envie de s'engager. On fera des budgets participatifs, des choses
concrètes. Nous n'avons plus le temps, en fait. Alors, les États-Unis reprennent la main sur le climat. Joe Biden a annoncé une réduction des gaz à effet de serre à 50% d'ici 2030. La Chine s'est engagée aussi à supprimer des gaz à effet de serre très dangereux, très polluants. La Grande-Bretagne vise aussi une réduction à 78% d'ici 2035. Bref, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que vous applaudissez? Est-ce que vous demandez plus? Est-ce que ça va sauver la planète? Je regrette que l'Europe ne soit plus le leader du climat. Je vous le dis. Elle était leader de climat il n'y a pas un siècle. Hein. C'était déjà en 2009. Aujourd'hui, quand vous regardez que... Oui, mais enfin, elle pouvait être leader, mais les grands pollueurs, c'était les États-Unis et la Chine. Sauf que vous voyez qu'aujourd'hui, les deux grands, la Chine et les États-Unis, vont commencer... Oui, mais ils vont commencer à rentrer dans la lutte de être le meilleur, être vraiment dans des investissements intelligents. Et là... l'Europe aurait dû véritablement voir et faire une vision incroyablement ambitieuse. Là, elle sort un petit pacte qui s'appelle le Green Deal, qui sont des bonnes intentions, pas contraignantes pour les États. Donc chacun fait ce qu'il veut. Au point que nous-mêmes, on fait une loi climat, on met 40% Donc là, c'est de que réduction. des intentions, 50% d'ici 2030. C'est un peu au pifomètre ou non, mais c'est pas bien parce que... Pourquoi? Mais parce que si j'applique les accords de Paris, rien qu'en Europe, c'est pas 55, c'est 60 voire 65, la réduction des gaz à effet de serre. Donc là, il y a un problème. Et ensuite, pour financer tout ça, nous, les écologistes, avant le plan de relance, on demandait 5 000 milliards d'euros. C'est beaucoup. Mais pour tout changer, il faut vraiment investir dans ces secteurs d'avenir. C'est bon pour le climat, c'est bon pour l'emploi. Ensuite, on a vu le couple franco-allemand. Alors on s'est dit, oh, c'est chouette. Ils vont se parler. Et ils vont essayer de négocier une meilleure enveloppe du plan de relance. Finalement, c'était 750 milliards et le Conseil a dit 500 milliards. Et là, il y a un problème parce qu'entre-temps, le Parlement européen, qui n'est pas forcément tout vert, tout écolo, demande 2 000 milliards d'euros. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Mais c'est qu'on est à la traîne parce que vous parlez de Joe Biden. Et Joe Biden, il a compris les enjeux. Il met un plan d'investissement de 5 000 milliards de dollars. Et c'est là où j'enrage. Mais c'est peut-être la preuve que l'Europe n'a pas de colonne vertébrale politique. C'est pas qu'elle n'a pas de colonne vertébrale politique, c'est qu'à un moment, justement, il faut qu'elle ait... C'est pas une colonne vertébrale, il faut qu'elle ait du courage. Ouais. Joe Biden, quand il arrive, il voit ce que... Le courage sans force, est-ce que c'est suffisant? Bah, il le fait, attendez, je suis désolée, pour l'instant, c'est avec 1000... la Commission européenne. Non, mais l'Europe, c'est pas... En fait, il voudrait que vous disiez, je le connais, que vous disiez du mal de l'Union européenne. Non, mais moi, je vais vous dire... C'est un procès d'intention, ni plus ni moins. Non, mais je vais vous dire, moi, je suis profondément pro-européenne. Je pense qu'heureusement qu'il y a le plan de relance. Autrement, si on aurait laissé, durant plus la crise du Covid, chaque État membre se débrouiller, ça aurait été la catastrophe, ça aurait été encore pire que la crise financière de 2008-2009. Donc vous voyez, maintenant, on a un plan de relance, mais la véritable question, c'est aussi que la Commission européenne ne fait pas d'efforts sur où vont aller ces investissements. Et c'est là qu'elle doit être la garante, c'est là où elle doit dire on ne mettra plus dans les énergies fossiles, par exemple. Ça, c'est un bon exemple. Et bien là, elle ne joue pas son rôle, vous voyez? Alors que c'est là où on a besoin de tellement bien faire. Moi, je vois sur le bâtiment, je vois dans l'agriculture, de proximité, bio demain. Ce sont des emplois, mais qu'est-ce que ça fait du bien de changer la planète? C'est vraiment, pour moi, c'est un défi qui est super ambitieux, mais qui est sympa, quoi, franchement. Et bien, c'est là qu'il faut investir. Et pas justement de dire, oh, mais on fera trop d'efforts, ça va pas... C'est pas de la contrainte. L'écologie, c'est une opportunité, c'est le contrat gagnant. Et c'est l'Europe qui doit se porter ce projet. Et c'est la fin de cette émission. Merci, Karima Delli. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et merci à Agnès Le Cossec d'avoir préparé cette émission et aussi à toute l'équipe technique. À très vite.